Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Bernard Clairfailly. Bonjour. Bonjour. Alors, retour de vacances, un nouveau look Voilà. pour le député bourgmestre de Schaerbeek, Défi. Et je voudrais tout de suite commencer par une question, parce qu'il y a une rentrée en grande pompe à Volubilis dimanche pour Défi. Alors, quelle est la ligne de Défi? Et je vais vous proposer trois réponses plutôt, et vous allez me dire ce qui vous semble le plus logique. Alors, quelle est la ligne de Défi? Réponse A, scotché au PS. Réponse B, au centre et en même temps au centre. Réponse C, vers l'infini et au-delà. Ce sont des formules, tout ça. Oui. Défi est au service des électeurs, au service des Bruxellois et des Wallons qui lui font confiance, et a toujours voulu mettre en avant des idées modernes, des idées neuves, des idées du moment, pour faire évoluer les choses, pour défendre les francophones, défendre Bruxelles, et s'inspirer de tout ce qui permet d'améliorer la gouvernance et la manière de rendre les services publics et de gérer la communauté au bénéfice des individus. Alors on nous a parfois dit à centre-gauche, centre-droit, ces étiquettes changent au fil du temps et elles n'ont pas de sens. Nous sommes en tout cas aujourd'hui dans une majorité à Bruxelles où nous avons signé un accord en 2014. Nos ministres y font de l'excellent travail, Didier Gaujoin et Cécile Jodogne, et nous on a bien l'intention d'aller jusqu'au bout pour respecter notre promesse à l'égard des électeurs. Donc cette demande du CDH de quitter le gouvernement bruxellois, c'était pas une bonne idée? C'est la demande du CDH, alors soyons clairs, dans un couple, tout le monde peut toujours divorcer à un moment, tout le monde peut un jour dire je ne veux plus. Mais quand on décide de divorcer, ce qui est un droit, et alors il faut assumer les conséquences par rapport aux enfants, par rapport à la maison. Il faut être certain qu'on puisse gérer toutes les vicissitudes du quotidien. Et la vraie question aujourd'hui, c'est comment le CDH se positionne par rapport aux enjeux qu'il était amené à gérer, la rentrée scolaire dans quelques jours, et la gestion de Bruxelles et de la Wallonie. En Wallonie, ils ont fait un autre choix, c'est très bien, mais aux autres niveaux de pouvoir où ils sont, ils doivent assumer les conséquences de leurs actes. Ça veut dire soit partir, créer une autre majorité, soit continuer à gérer comme ils ont géré. Mais créer une autre majorité, vous ne voulez pas en être, en tout cas Défi ne veut pas en être, donc c'est réglé. Donc ils doivent quitter le gouvernement? Donc pour créer une majorité à Bruxelles, il faut une majorité. Il faut un nombre de députés qui votent les lois, qui assument le travail de la majorité. La majorité est trop courte numériquement à Bruxelles, elle est d'une seule voix, ça veut dire qu'elle serait fragile, qu'elle ne ferait pas de bonnes délibérations, elle n'aurait pas la force pour mettre en œuvre des choses. Donc c'est numériquement impossible, il ne faut même pas y réfléchir sur le contenu. Et ça entraînerait surtout qu'on change les composantes néerlandophones de la majorité bruxelloise et qu'on fasse entrer la NVA dans l'institution bruxelloise. Et donc c'est deux choses qui sont pour nous inacceptables. Pas question de fragiliser Bruxelles en raison de considérations numériques, et aussi d'y faire entrer la NVA, faire entrer le loup dans la bergerie, c'est inacceptable. Donc ce n'est pas possible à Bruxelles même de réfléchir à une autre majorité. Juste pour l'idée de faire rentrer la NVA à Bruxelles, ici même, Benoît Serex a dit qu'il n'était pas question de demander que le SPA quitte le gouvernement bruxellois. Enfin, de toute façon, ce dossier a l'air d'être clos. Le SPA décide pour le SPA, et les autres partenaires flamands décident pour les autres partenaires flamands. Donc ce n'est pas M. Serex qui seul peut dicter ces conditions. Et il faut tenir compte d'un principe de réalité qui est celui-là. On peut aimer ou ne pas aimer le discours du CDH. En attendant, il ne peut pas numériquement entraîner un changement de majorité à Bruxelles. Et alors, en termes de travail du gouvernement, comment ça doit se passer? Céline Frémaux doit rester, elle doit faire un pas de côté. Comment ça doit fonctionner? Au CDH, de voir comment il se prononce à l'égard des engagements et des promesses qu'il a prises. Promesses aux électeurs, promesses à ses partenaires. Nous, Défi, dans le gouvernement, nous avons un programme de travail, nos ministres travaillent très bien, le chômage des jeunes baisse continuellement depuis 2 ans, c'est un superbe travail, des efforts sont faits pour lutter contre la discrimination en embauche, Cécile Jodogne remet de l'ordre dans les services des pompiers, tout ça marche bien, nous voulons continuer ce travail. Au CDH de voir s'il le sabote, ou s'ils trouvent une alternative, ou s'ils continuent à collaborer avec nous. C'est à eux de décider, mais on ne sait pas faire le choix à leur place. Alors, il y a une mauvaise ambiance, clairement, entre les deux présidents de parti, entre Olivier Minguin d'un côté et Benoît Ludgen de l'autre. Ils ne passeraient pas leurs vacances ensemble, comme on dit. Comment concilier cela au sein de majorités communales où on retrouve des défis et CDH? À Schaerbeek, l'ambiance est très bonne. Je crois qu'on s'entend bien, on fait une bonne équipe. Les rapports de force entre Défi et CDH sont radicalement différents. C'est principalement la liste du bourgmestre que je conduis, qui est la colonne vertébrale de la majorité, associé avec Écolo, qui est mon partenaire depuis une vingtaine d'années à Schaerbeek. Et Défi, maintenant, est aussi dans l'équipe. Il contribue. CDH est aussi dans l'équipe. Il contribue au travail politique. On s'entend bien et ces considérations d'autres niveaux de pouvoir n'ont pas entaché jusqu'à présent le bon climat de travail.
Et ça n'interviendra pas dans des constitutions de futures majorités communales? Écoutez, les électeurs d'abord décideront. Donc ne me demandez pas à moi de décider à la place des électeurs. À Schaerbeek, je n'ai toujours refusé ces petits jeux préélectoraux qui ne laissent pas le choix aux électeurs. Donc on ira jusqu'au bout du terme encore dans un an. Et dans un an, les électeurs se prononceront sur les partenaires de la majorité ou de l'opposition qu'ils souhaitent voir au pouvoir demain. Alors dimanche, vous serez là donc à cette réunion au Volubilis. On ne vous a pas beaucoup entendu ces dernières semaines. C'est beaucoup Olivier Minguin qui a parlé et Didier Gauzon a parlé aussi. Mais vous avez l'air d'être sur la même longueur d'onde? C'est eux qui sont impliqués, c'est le président de parti qui parle. Dans tous les partis, on a entendu le président de parti, on n'a pas entendu tous les autres membres du parti qui participaient aux décisions du bureau et qui évaluent la situation avec les dirigeants. Et Didier Gauzon est directement préoccupé puisqu'il est ministre au gouvernement bruxellois, collègue de Mme Frémaux qui a tout d'un coup décidé de fonctionner autrement au sein du gouvernement. Moi, je vous expliquais que notre analyse, c'est qu'il n'est pas possible de changer la majorité à Bruxelles pour des raisons mathématiques, numériques, et pour ne pas risquer de fragiliser la dynamique bruxelloise et les institutions bruxelloises. Donc ça, c'est pas possible. Et pour le reste, dès l'instant que ce n'est pas mathématiquement possible, c'est pas la peine d'aller mettre des considérations particulières, ceci ou cela. Par contre, ce sur quoi, et depuis bien avant la crise provoquée par le CH, ce sur quoi je n'arrête pas de parler au sein de mon parti et à l'extérieur, c'est sur la manière de réformer la gouvernance. À Schaerbeek, nous avons depuis longtemps déjà pris une série de mesures pour rendre plus transparente la gestion publique. Et la crise qui est arrivée à Bruxelles avec sa mise sociale était une crise d'absence de transparence. Moi, je crois et je continue à croire que les hommes politiques, les femmes politiques travaillent pour le compte de leurs électeurs et doivent être systématiquement transparents, pouvoir rendre des comptes, tout dire à leurs électeurs, il n'y a rien à cacher. Alors, il y a quelques sujets chauds en cette rentrée, notamment le sujet de la prostitution dans le quartier Alhambra. Vous critiquez le manque de concertation de la ville de Bruxelles. Est-ce qu'on dirait encore, est-ce que Philippe Claus fait comme Yvan Mayer et concerte mal? Écoutez, parfois on critique ceux qui ont un peu d'âge dans les fonctions. Moi, je suis bourgmestre depuis maintenant 17 ans, ce qui fait que j'ai connu 3 bourgmestres de la ville de Bruxelles. Freddy Tielemans, Yvan Mayer et maintenant Philippe Claus, auquel je souhaite bon vent. Mais chaque bourgmestre de la ville de Bruxelles, chaque fois qu'ils prenaient des décisions pour gérer la prostitution sur leur territoire, aux limites de Saint-Josse et de Schaerbeek, l'ont fait tout seul. Et chaque fois, je leur ai dit, est-ce qu'on ne peut pas ne fût-ce que s'en parler entre nous? Parce que quand vous chassez la prostitution d'un quartier chez vous, et c'était je crois que je peux peut-être partager avec eux, c'est possible, j'en sais rien à voir, mais quand vous le faites, vous avez des conséquences chez nous. On devrait pouvoir se parler et travailler ensemble pour gérer cette problématique qui est délicate, difficile et qui est difficile à supporter pour les habitants dans les quartiers. Alors sur le fond, est-ce que vous suivez Philippe Claus? Je vous propose d'écouter, de voir ce qu'il disait le 16 décembre 2016, c'était dans Les Experts. Moi, je pense qu'il y a une hypocrisie par rapport à cela, de dire qu'aujourd'hui, dans la capitale de l'Europe, on accepte cette misère sociale. Plutôt que d'essayer de sortir ces filles, on se dit, on va ouvrir soit un bordel officiel, les Villa Tinto, comme on voit ailleurs, soit on va fermer les yeux. Mais parce qu'à un moment donné, les bourgmestres ne savent plus comment agir. Parce que moi, je veux les défendre, les bourgmestres. Ils veulent éradiquer, on dit, ça ne va pas dans nos quartiers. Moi, je le dis, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Éradiquer la prostitution, ne pas avoir de méga bordel, ne pas avoir de Villa Tinto. Quel est l'avis du bourgmestre voisin de Schaerbeek? Alors, j'ai connu beaucoup de bourgmestres qui voulaient éradiquer la prostitution et qui n'y sont jamais parvenus. Le débat qu'on peut avoir sur le principe de la prostitution, faut-il l'interdire, pas l'interdire, c'est un débat fédéral. Il n'y a que les lois fédérales qui peuvent gérer ça. La traite des êtres humains, c'est quelque chose qui est dans le code pénal, c'est les instruments qui doivent le faire. Je ne suis pas député fédéral et je n'ai pas intervenu dans ce débat-là. Enfin, je pourrais le faire, mais à mon niveau de bourgmestre, puisque la prostitution est légale en Belgique, elle est légale, je ne peux pas l'interdire. Elle existe sur mon territoire depuis plus d'un siècle. Je dois surtout gérer l'ordre public et garantir que les habitants de ces quartiers-là n'aient pas à souffrir de cette réalité. Si j'essaie de l'interdire, je consacre des moyens gigantesques à ne jamais aboutir à son interdiction. Je la déplace d'un quartier à un autre. Je la déplace d'une forme d'activité, des vitrines à la rue. Et donc tout ça, les bourgmestres avant l'ont essayé, ça ne marche pas. Donc il faut encadrer alors. Sauf s'il y a une évolution fédérale, et je participerai si l'on veut à ce débat-là, il faut au niveau local l'encadrer, le contrôler. Et c'est ce que nous faisons à Schaerbeek. Sur la rue d'Arscott, on a pris des règlements bien plus sévères qu'auparavant. On peut maintenant faire fermer des établissements qui ne respectent pas une série de conditions. Et je pense que le quartier vit mieux aujourd'hui, cette situation, qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui qu'auparavant. Alors, c'est l'Aïd demain. Cette année, pas d'encadrement prévu, pas d'encadrement régional au niveau de l'abattage, et pas encore de nouvelles législations non plus. Comment ça va se passer à Schaerbeek demain ?
Mais la plupart des musulmans sont évidemment un peu dans l'inquiétude. Beaucoup de musulmans sont restés au pays pour ne pas avoir pour faire la fête du sacrifice comme ils le font traditionnellement, etc. Nous leur avons signalé que la législation à Bruxelles ne permet plus de faire l'abattage à domicile sans toute une série de conditions, notamment l'étourdissement. Donc je pense qu'il y aura très peu d'abattage, et j'espère aucun de manière illégale à domicile. Et la région nous a interdit d'organiser comme auparavant un centre temporaire, un abattoir temporaire. Donc voilà, ils sont invités à imaginer des formes modernes de faire le sacrifice. Dans toutes les religions, les traditions ont parfois un peu évolué. Et sans doute ici un appel pour faire évoluer cette tradition, parce qu'il y a des musulmans dans le monde, dans des pays modernes comme les nôtres, ou dans des villes, même dans des pays qui ne sont pas comme la Belgique. Je discutais avec le maire d'Istanbul qui me disait l'abattage du mouton au cœur de la ville, non. La ville n'est pas un endroit pour le faire. Qu'on le fasse à la campagne, dans des endroits appropriés, mais pas au cœur des villes, ce n'est pas possible. Et donc il faut que la tradition ou les formes évoluent et s'adaptent à la situation sans mettre en péril la religion, parce que l'islam est une religion reconnue ici en Belgique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la campagne de Gaïa, assez dure. On voit un mouton, je proposais que vous le voyez, ce mouton qui pleure des larmes de sang. Ils instrumentalisent la cause animale chez Gaïa, comme dit Émir Kir ce matin dans ADH. Mais Gaïa est un groupe de pression, un lobby qui utilise des images fortes. On se souvient des images qui montrent à Noël sur le foie gras. C'est le même principe, c'est un peu comme Greenpeace ou d'autres lobbies. Ils font des images très démonstratives pour faire du buzz, pour faire de l'image. Et qu'évidemment, il y a toujours de l'exagération dans ce mouvement-là par rapport à ceux qui peuvent se sentir visés. Donc il faut toujours raison garder, pouvoir dire que l'islam est une religion reconnue, que les musulmans ont le droit de vivre leur religion ici, mais il faut le faire dans le respect du contexte, dans le respect des lois, et le juste équilibre se trouve quelque part là et pas dans les provocations. Alors rapidement, les migrants du parc Maximilien, ils sont où maintenant? La gare du Nord, toujours mais il y a un flux de migrants, on le voit à la télévision, qui arrive sans cesse depuis la Libye, l'Italie, qui remontent et qui veulent en Angleterre. Une partie de ces migrants souhaitent être reconnus comme réfugiés quelque part dans un des pays européens, et certains le sont en Belgique, mais d'autres refusent d'être en contact avec les autorités ici parce qu'ils rêvent de l'Eldorado anglais de Londres. Et donc refusent tout contact. Et donc ils cherchent et ils tournent en rond jusqu'à trouver une solution pour trouver un camion ou des réseaux de passeurs qui les aident pour trouver un camion pour arriver en Angleterre. Et ce nombre n'arrête pas de grandir. Ils étaient une centaine au début de l'été. J'ai lancé un appel au gouvernement fédéral pour qu'on crée un centre au moins pour les accueillir un peu, leur indiquer qu'ils n'ont aucune chance d'y aller en Angleterre, et soit opter pour être réfugiés en Belgique, soit pour ceux qui ont un ordre de liaison d'être ramenés chez eux. Le fédéral ne l'a pas accepté, et le nombre grandit. Donc il faut maintenant que le fédéral prenne ses responsabilités et ramène dans leur pays ceux qui n'ont pas vocation à rester chez nous et prennent en charge ceux qui ont vocation à rester chez nous. Merci Bernard Clerfailly. Demain, j'accueillerai Gaëtan Van Goetsenhoven. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.